Bonjour. Alors aujourd'hui, on va terminer le cours sur la réaction inflammatoire, un exemple de réponse immunitaire innée, avec un petit détail sur les étapes de la phagocytose qu'on avait vu à la fin de la première vidéo, que je vais récapituler ici. Donc première étape, il y a une adhérence, une adhésion entre la paroi des bactéries et la membrane plasmique des cellules phagocytaires qui se fait via des récepteurs, notamment ceux qu'on a déjà vus, les récepteurs PRR, qui reconnaissent les motifs PAMP sur la membrane des bactéries. Suite à cette ingestion, suite à cette adhésion, des pseudopodes se forment sur la cellule phagocytaire qui englobe dans un phagosome les bactéries. Ensuite, les lysosomes, qui sont des vésicules qui contiennent des enzymes, fusionnent avec le phagosome pour former un phagolysosome dans lequel les bactéries vont être dégradées par les enzymes digestives. Le phagolysosome va ensuite fusionner avec la membrane du phagocyte et les déchets vont être expulsés à l'extérieur de la cellule phagocytaire. Donc ces étapes de la phagocytose sont à retenir. Et dernier élément qu'il faut bien comprendre, c'est que la réaction innée prépare la réaction immunitaire adaptative. Vous voyez ici une cellule dendritique, qui est une cellule tissulaire qui réside dans à peu près tous les tissus de notre organisme, qui est en train de phagocyter une bactérie. Lors de cette phagocytose, comme on vient de le voir, les enzymes digestives vont digérer la bactérie. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez bien ici, cette vésicule contient des récepteurs du CMH. C'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des molécules que nos cellules produisent. Alors ceux-ci, ce sont des récepteurs du CMH de classe 2 qui sont produits uniquement par les cellules, certaines cellules immunitaires, comme les macrophages, les cellules dendritiques et quelques autres. Ces molécules du CMH vont s'associer avec des fragments issus de la digestion de l'agent pathogène. C'est ce que vous allez voir maintenant. Donc les deux vésicules fusionnent et regardez ce qui se passe. Donc ici, vous avez des molécules du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité, qui vont s'associer avec un petit morceau issu de la digestion de la bactérie. Pourquoi c'est important? Parce que cette cellule, quand elle présente cette structure à la surface, donc l'association CMH fragment bactérien, elle va se déplacer dans les vaisseaux lymphatiques de notre corps, migrer vers les ganglions lymphatiques qui sont des lieux privilégiés de rencontre avec les lymphocytes. Et les lymphocytes, en tout cas certaines catégories de lymphocytes, sont capables de reconnaître cette association entre le CMH et un antigène extérieur. Et si un lymphocyte voit cette structure, ça va l'activer et la réaction immunitaire adaptative va se mettre en place. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que la réaction immunitaire innée intervient certes en premier, mais elle est aussi la porte d'entrée, elle est aussi le mode d'activation de l'immunité adaptative grâce à ces cellules phagocytaires qui, une fois la phagocytose réalisée, vont devenir des CPA, c'est-à-dire des cellules présentatrices d'antigènes qui activent la réaction immunitaire adaptative. Donc ça, c'est important puisque ça prépare la suite si la réaction immunitaire innée n'est pas suffisante pour éliminer le pathogène. Alors, dernier élément du cours. En terminale, il faut essayer de comprendre un mode d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, dans votre vie, vous avez certainement déjà dû consommer ce genre de médicaments, les AINS. Vous en connaissez, c'est par exemple l'aspirine, l'ibuprofène. Alors l'aspirine, on en consomme quand même moins qu'avant, mais l'ibuprofène, on en trouve beaucoup dans les médicaments comme l'Advil par exemple. Donc comment agissent ces médicaments qu'on prend quand on a une inflammation pour réduire les symptômes de l'inflammation? Le but n'est pas d'empêcher la réaction inflammatoire, puisque c'est une réaction de défense de notre organisme, mais d'en limiter les symptômes qui peuvent être gênants, notamment la fièvre, qui peut nous mettre dans un état pas très dynamique. Alors, on a vu que la sensation de douleur
était lié à la synthèse de prostaglandines. Ce sont des molécules, pardon, qui font partie des médiateurs chimiques sécrétés par nos cellules immunitaires. Ces prostaglandines stimulent les récepteurs à la douleur, les nocicepteurs, et participent à la perception d'une sensation douloureuse, qui n'est pas forcément très agréable quand elle dure. Donc pour limiter aussi cette sensation douloureuse, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors il faut les utiliser avec parcimonie. Ils sont parfois dangereux pour la paroi de l'estomac et bon, ils peuvent quand même être bien utiles quand ils sont pris, de manière, pas fréquente. Alors, les cellules qui sont concernées par la synthèse des prostaglandines, ce sont les mastocytes, les macrophages et les granulocytes. Ils vont utiliser, toutes ces cellules, des phospholipides membranaires, ça c'est les molécules qui constituent la membrane de nos cellules, pour fabriquer, grâce à une enzyme qui est la phospholipase, de l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique, grâce à une autre enzyme, la cyclooxygénase, va permettre la synthèse de prostaglandines qui ont plusieurs effets: la vasodilatation des vaisseaux, la fièvre et la douleur. Et l'aspirine, l'ibuprofène agissent sur cette enzyme, la cyclooxygénase, pour limiter la synthèse de ces prostaglandines et donc empêcher les effets liés à ces molécules, donc vasodilatation, fièvre et douleur. Alors comment ça se passe? Ici, sur la petite image du bas, je vais vous montrer plus en détail après. En blanc, vous avez l'enzyme cyclooxygénase, donc les élèves qui font SPé, hein, vous avez vu l'interaction entre une enzyme et son substrat. Et donc ici, vous voyez le site actif de l'enzyme dans lequel vient se loger normalement l'acide arachidonique. Eh bien, quand vous prenez de l'aspirine ou de l'ibuprofène, ces molécules vont être attirées et vont être compatibles avec la forme du site actif de l'enzyme cyclooxygénase, et en s'y fixant dans le site actif, elles vont empêcher la fixation normale de l'acide arachidonique et de ce fait vont empêcher la synthèse des prostaglandines. Ce qui limite les symptômes de la réaction inflammatoire aiguë. Voilà, donc ici, vous avez en blanc, dans le fond de l'image, une représentation du squelette carboné de l'enzyme qui est la cyclooxygénase. En rouge, ce sont les acides aminés du site actif de l'enzyme, et en bleu, c'est le substrat de l'enzyme qui normalement, est remplacé par les anti-inflammatoires. Donc de manière plus simplifiée, l'enzyme, dans notre cas, c'est la cyclooxygénase, qu'on appelle aussi la COX. Son substrat naturel, c'est l'acide arachidonique, sauf que quand on prend de l'aspirine ou de l'ibuprofène, eh ben, ces molécules vont se fixer dans le site actif, donc dans la partie carrée rouge ici, et vont empêcher la fixation du substrat naturel et donc la formation des produits. Donc voilà comment fonctionnent la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors pour le bilan du chapitre, en fin de Padlet, j'ai mis le cours. Ça, c'est une petite version humoristique du système immunitaire par le professeur Moustache. Je ne sais pas si vous connaissez, ça prend quelques minutes, c'est assez rigolo. J'ai mis le schéma des étapes de la réaction inflammatoire. Et puis vous trouverez aussi ici un résumé du cours à peu près intégral si vous avez besoin d'autres explications. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Alors il est en petit, mais vous pouvez le télécharger et le joindre à votre cours. L'essentiel à retenir, je le répète, la réaction innée, elle est peu spécifique, elle est rapide, elle existe depuis longtemps dans le règne animal, et dernière chose, elle prépare l'intervention de la réaction adaptative grâce aux cellules présentatrices d'antigènes qui vont activer les lymphocytes. Donc nous verrons lors d'une prochaine vidéo les étapes de la réaction immunitaire adaptative, qui est assez complexe, donc on fera plusieurs petites vidéos pour essayer de comprendre cette deuxième aspect de la réaction immunitaire.